Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le coordonnateur national au renseignement, Monsieur le Ministre, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, Monsieur le préfet de police, Monsieur le directeur général de la sécurité intérieure, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs. Mercredi prochain s'ouvrira à Paris le procès des attentats qui, du 7 au 9 janvier 2015, ont visé la rédaction de Charlie Hebdo, les clients et le personnel du magasin Hypercacher de la Porte de Vincennes, ainsi qu'une policière municipale sur la commune de Montrouge. Ces actes ignobles ont fait 17 victimes que la nation n'oubliera pas. Les trois auteurs de ces actes barbares, fanatiques jusqu'à rechercher leur propre mort, ont été neutralisés dans leur projet mortifère par l'action des forces de l'ordre. C'est désormais le procès de ceux qui, complices, les ont aidés, et ce procès qui s'ouvre est un procès historique. C'est le premier à juger des accusés poursuivis dans l'une de ces actions terroristes. Car face à l'idéologie mortifère du terrorisme islamiste, l'État de droit, la République et ses valeurs doivent toujours vaincre. L'ouverture de ce procès est l'occasion pour nous de rappeler que la lutte contre le terrorisme islamiste est une grande priorité du gouvernement. Elle exige une mobilisation totale et sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, avec l'engagement des forces de sécurité et des services de renseignement, avec l'appui de la justice, nous menons un combat sans relâche. Nous ne renoncerons jamais à traquer ces ennemis, parfois des ennemis intérieurs de la République. Ceux qui attaquent par la terreur notre mode de vie, nos valeurs, la laïcité, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Nous répondrons toujours par l'intransigeance républicaine au projet de séparation et de division de l'unité nationale, celle qui rassemble depuis longtemps tous les Français, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur conviction. Et notre venue avec Madame la Ministre au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure, la veille de l'ouverture de ces procès, est l'occasion de rappeler que nos forces œuvrent quotidiennement et avec beaucoup de conviction contre le terrorisme, parfois qui est préparé de façon insidieuse par certains prophètes de malheur. Il faut avant tout rendre hommage aux femmes et aux hommes des services de sécurité et des services de renseignement qui mettent tout en œuvre pour protéger les Français et garantir leur sécurité. Ce travail quotidien, minutieux, sans relâche, souvent dans l'ombre, a permis de nous doter des moyens et des outils juridiques nécessaires pour lutter contre la menace terroriste persistante sur notre territoire national, et je veux, au nom du gouvernement et de mes prédécesseurs, en remercier avant tout les parlementaires. Un chiffre pour illustrer ce bilan: depuis 2013, 61 attentats ont été déjoués, dont 32 depuis 2017. Au début d'année encore, un projet d'attentat d'ampleur a été déjoué grâce à l'action de nos services de renseignement. Notre visite cet après-midi à la DGSI a été l'occasion de faire un point actualisé sur la menace. Et je voudrais insister sur le fait qu'elle demeure à un niveau extrêmement élevé sur le territoire national. Nous devons donc maintenir notre plus grande vigilance, même si la préoccupation des Français désormais est tournée vers la crise sanitaire, les inquiétudes économiques et l'insécurité du quotidien. Malheureusement, l'actualité récente est la mort au Niger de 6 humanitaires français, ainsi que celle de leurs 2 accompagnateurs nigériens le 9 août dernier, nous le rappelle cruellement. Depuis le début de l'année, Monsieur le Ministre, le territoire national a ainsi été touché 3 fois par 3 attentats, le 3 janvier à Villejuif, le 4 avril à Romans-sur-Isère et le 27 avril à Colombes. Depuis 2017, ce sont 10 attaques qui ont abouti sur le territoire national à la mort d'une vingtaine de personnes. Cette menace, elle concerne la France comme elle concerne nos voisins européens, avec qui nous travaillons et à qui nous voulons dire qu'ensemble, nous devons continuer ce travail contre le terrorisme islamiste. Les attaques au couteau commises à Londres le 29 novembre, le 2 février et le 20 juin dernier, de même que l'interpellation de plusieurs porteurs de projets terroristes d'ampleur en Allemagne ou en Espagne,
montre à quel point la menace est contre toutes les démocraties européennes. Au-delà de son intensité, j'aimerais revenir sur les différentes composantes de la menace. Le risque terroriste d'origine sunnite demeure la principale menace à laquelle est confronté notre pays. Mais il nous faut aussi être vigilants sur d'autres modes d'action. Les groupuscules radicaux, extrémistes, ivres de leur idéologie séparatiste, peuvent également passer à l'acte et commettre l'irréparable. Preuve en est, en ce début d'année, au mois de mai, l'arrestation par la DGSI et l'incarcération par la justice d'un suprémaciste blanc qui projetait des actions violentes contre des lieux de culte. Malgré la défaite militaire de l'État islamique et grâce à l'action déterminée de la coalition de nos armées, la composante extérieure de la menace, même si elle a diminué depuis 2015, doit continuer à faire l'objet de toute notre attention. La perpétuation de cette menace est notamment due à la forte résilience de l'État islamique qui avait anticipé sa défaite en adaptant sa structure, en assumant un retour à la clandestinité, en favorisant l'exfiltration de ses principaux cadres et en faisant évoluer sa stratégie, sa rhétorique, sa propagande, ainsi que ses réseaux financiers et logistiques. L'État islamique, mais également d'autres organisations terroristes, continuent d'alimenter directement la menace en générant un risque de menace projetée, lié notamment aux tentatives d'exfiltration de ces combattants, qu'ils soient originaires de France ou tentent de s'y installer de manière irrégulière. Si les flux migratoires se sont réduits par rapport aux années 2015-2016, et si les criblages mis en place par l'administration ont considérablement resserré ce qu'on appelle les mailles du filet, notamment en lien avec les préfectures et l'OFPRA que je voudrais remercier, au moins 3 affaires, depuis 2018, ont démontré la prégnance de ce risque de relocalisation, la dernière ayant été réalisée par la DGSI à Brest en janvier dernier. Mais c'est la menace endogène, dans nos murs, qui est devenue la plus prégnante et la plus forte, celle qui mobilise le plus l'attention des services de renseignement. Elle est nourrie par la propagande des groupes terroristes, inspirés par les vétérans du djihad, mais également par l'emprise d'un tenant d'un islam radical, s'efforçant de prendre la mainmise sur nos quartiers. Alors que jusqu'au printemps, les liens directs entre les porteurs de menaces et les membres des organisations djihadistes présentes sur zone constituaient le principal danger, les acteurs impliqués dans des projets d'action violente sur le territoire national agissent désormais de manière beaucoup plus autonome et parfois soudaine. La menace représentée par des individus adeptes d'un islam radical, sensibles à la propagande, mais non nécessairement liés à un groupe constitué, devient un défi croissant pour les services de renseignement qui assurent aujourd'hui le suivi de 8132 individus inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Détecter les individus qui sont susceptibles de passer à l'acte parmi ces profils est une tâche extrêmement difficile et délicate. Pour resserrer encore les mailles du filet, les travaux visant à mieux détecter les comportements susceptibles de révéler un passage à l'acte se poursuivent. C'est conscient de cette menace qui, depuis 2017, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, le gouvernement a œuvré avec une grande détermination en renforçant, grâce au Parlement, les dispositifs de lutte contre la menace terroriste. Nous l'avons fait notamment en augmentant les moyens financiers à la disposition des services spécialisés et notamment la Direction générale de sécurité intérieure et les renseignements territoriaux ont connu depuis 2017 1000 créations de postes supplémentaires et ce sera à peu près 1900 d'ici la fin du quinquennat. La seule DGSI, après une augmentation historique de ses effectifs déjà sous le quinquennat précédent, verra ses moyens augmenter de 1260 agents d'ici la fin du quinquennat du Président de la République. Mais les moyens humains ne font pas tout. Les budgets d'investissement et de fonctionnement des services ont également fait l'objet d'efforts sans précédent. La DGSI a vu ses moyens doubler depuis 2015, passant de 41 millions d'euros à 79 millions d'euros en 2019. Les services techniques de la direction sont particulièrement renforcés et le déménagement, monsieur le directeur, du service préparé par mon prédécesseur sera bientôt rendu possible grâce à l'achat par l'État, en début de cette année, d'un terrain sur la commune de Sathouin. Cette opération se chiffre à plus d'1 milliard d'euros. Nous avons également, depuis 2017, veillé à ce que les services, malgré la sortie de l'état d'urgence, gardent une capacité juridique d'intervention efficace tout en respectant l'état de droit.
C'est tout l'objectif de la loi SILT, adoptée dès l'été 2017 par le Parlement de la République. Les nouveaux dispositifs prévus par cette loi, notamment les périmètres de protection, les fermetures de lieux de culte diffusant un discours de haine, les mesures individuelles de contrôle administratif, les visites domiciliaires, ont presque aujourd'hui démontré leur efficacité, leur pertinence, en tout cas nous le pensons devant le Parlement et la présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, que je salue, et entendu récemment par les missions de contrôle de l'Assemblée et du Sénat, les principaux acteurs de la lutte antiterroriste, Madame, je crois, ont confirmé la grande utilité opérationnelle des moyens que vous leur avez donnés. Quelques chiffres pour l'illustrer. 532 périmètres de protection ont été mis en place, 7 lieux de culte ont été fermés, 312 mesures individuelles de contrôle administratif ont été notifiées, 65 d'ailleurs sont encore actives à ce jour. Enfin, 170 visites domiciliaires ont été réalisées, plus d'un tiers ont donné lieu à des suites judiciaires sur un fondement terroriste. Utilisés de manière ciblée et toujours sous le contrôle du juge, ces dispositifs jouent désormais un rôle essentiel de prévention de la menace terroriste et expliquent sans doute le début du discours que j'ai pu tenir. Ce travail législatif a été conduit avec un échange permanent entre les deux chambres, avec un équilibre entre la protection nécessaire de la liberté individuelle et la protection de l'intérêt général et de l'ensemble de la nation. Je souligne ici le dialogue constant qui a toujours animé les parlementaires de l'opposition comme de la majorité, avec mes prédécesseurs Gérard Collomb, Christophe Castaner et Laurent Nunez. Je sais qu'avec Marlène Schiappa, nous pourrons continuer à travailler dans le même esprit. Les travaux destinés à prolonger transitoirement la durée d'application de ces mesures, puis dans un second temps, avec l'évaluation et peut-être sa pérennisation que nous souhaitons, sera celui qui va occuper l'Assemblée nationale et le Sénat dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il est essentiel que la démocratie, nous le savons, se donne les moyens, sans aucune naïveté, de défendre nos compatriotes. C'est dans ce même climat de confiance que sont amorcés les travaux préalables à l'évolution de la loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement. Nous souhaitons là aussi adresser nos remerciements aux parlementaires et singulièrement à ceux qui ont pris part à la mission d'information mise en place à l'Assemblée nationale sous la présidence du député Guillaume Larrivé et dont les rapporteurs étaient les députés Louis Kervran et Jean-Michel Miss. Merci à eux pour leur travail important. Pour la révision à venir de ces deux lois, SILT et renseignement, notre état d'esprit est clair. Dans le respect absolu de l'état de droit, des libertés fondamentales et des procédures de contrôle mises en place par le législateur et le Conseil constitutionnel, nous veillerons à ce que les services aient durablement les moyens de prévenir et de lutter sans naïveté contre la menace terroriste. Moyens humains, moyens budgétaires, moyens juridiques, tout cela est essentiel et fondamental. Mais cela ne suffit pas. Depuis 2017, face au caractère évolutif et protéiforme de la menace, les services ont également adopté leurs organisations et leurs méthodes de travail vers plus de fluidité, de partage entre eux et d'efficacité. C'est ainsi qu'au plan judiciaire qu'a été créé le parquet national antiterroriste au premier semestre 2019. C'est ainsi également au plan des services que le nouveau dispositif de coordination décidé par le Président de la République pour garantir un échange fluide et permanent est aujourd'hui pleinement en vigueur et organisé par Monsieur le ministre Laurent Nunez. Après le renforcement des compétences, je voudrais dire à quel point le rôle de chef de file de la lutte antiterroriste confié à la DGSI, après le travail là aussi fait par Laurent Nunez et par son successeur, que je voudrais saluer, est pleinement effectif depuis le début de cette année 2019. L'état-major permanent, qui rassemble à la DGSI des représentants de l'ensemble des services compétents en matière d'antiterroriste, a connu une montée rapide et une efficacité de plus en plus forte. Cette nouvelle organisation a été parachevée par le transfert de l'UCLAT à la DGSI, intervenu le 2 janvier dernier. L'UCLAT, dont l'une des principales missions est de veiller à la pleine et entière mobilisation des préfets et de leurs services dans le pilotage des groupes d'évaluation départementaux. Ces instances nationales et locales sont essentielles pour garantir la fluidité de l'échange entre les services de l'État, à laquelle nous veillerons tout particulièrement. Moderniser, fluidifier, simplifier, le cadre d'échange entre services a permis ces derniers temps de se concentrer sur la prise en compte renforcée de certains profils particulièrement dangereux. Des dispositifs particuliers ont été mis en œuvre pour renforcer la prise en compte de la menace carcérale, dans sa triple composante, l'environnement carcéral, la menace projetée depuis des lieux de détention, la menace diffuse et à long terme nourrie par le prosélytisme religieux émanant d'individus. À ce jour, 505 détenus terroristes islamistes, en lien avec la mouvance islamiste d'ISIS, sont actuellement recensés.
auxquels s'ajoutent malheureusement 702 détenus de droit commun susceptibles de radicalisation. En réponse à cette menace, le dispositif de suivi des individus incarcérés s'est sensiblement renforcé au cours de ces dernières années. Création et montée en puissance du service national de renseignement pénitentiaire, collaboration étroite entre ce service et la Direction générale de la sécurité intérieure, mis en place d'un suivi systématique des sortants de prison, piloté par le CLAPT, et adaptation des modalités de détention en fonction des profils de radicalisés. Le défi sécuritaire majeur pour les services de renseignement en 2020 se traduit notamment par les prévisions de libération qui sont évaluées à 45 détenus condamnés pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes, et elles feront l'objet d'un suivi particulièrement attentif, je veux le dire, à nos compatriotes. Ce chiffre connaîtra une nouvelle hausse en 2021 avec la sortie prévisionnelle de 63 terroristes islamistes condamnés. Vis-à-vis de ces profils, l'engagement des services, l'engagement du ministère de l'Intérieur est complet, et ils peuvent compter sur un certain nombre de dispositions législatives, à commencer par la loi SILT qui a été mise en place et qui sera croissant, nous le savons, ces prochaines années. Au cours d'une réunion spécifique tenue en début d'après-midi, je leur ai confirmé que le suivi des sortants de prison devait constituer, pour le Président de la République et le gouvernement, l'une des priorités, si ce n'est la priorité, confiée aux services de l'État. Suite aux odieux attentats qui ont touché la préfecture de police de Paris, Monsieur le Préfet, le dispositif de suivi des individus exerçant une profession sensible, et notamment nos propres agents publics exerçant des missions de souveraineté, a été renforcé. À la suite de la décision du Président de la République, les agents de la préfecture de police qui étaient chargés de ces enquêtes ont été transférés à la DGSI. Ce travail permet effectivement aujourd'hui de mieux suivre le travail que peuvent faire les agents au sein du service public et singulièrement au sein des lieux dits sensibles. Par ailleurs, la périodicité des réunions du groupe de suivi de tous ceux qui sont radicalisés, notamment au sein des forces de l'ordre, se tient désormais chaque mois avec un suivi attentif des décisions et des renseignements donnés. Autre sujet d'action prioritaire, la situation de l'ensemble des individus inscrits au fameux fichier du fait de leur possible radicalisation. Depuis 2018, 423 d'entre eux ont été éloignés du territoire national et j'ai demandé au préfet de continuer à être particulièrement vigilant sur ce sujet et de systématiquement veiller personnellement à la bonne mise en œuvre des procédures d'éloignement. Je leur donnerai une instruction écrite d'ici la fin de cette semaine. Mesdames et messieurs, telles sont les priorités qui guideront le gouvernement à la suite du travail fait par Gérard Collomb et Christophe Castaner. Les services du ministère de l'Intérieur, je le sais, travaillent constamment pour la protection de nos concitoyens. La radicalisation et la dérive sectaire de la religion. L'immense majorité de nos concitoyens croyants vivent leur foi en parfaite harmonie avec les valeurs de la République. Ils sont les premiers à pleurer le dévoiement insupportable de leurs engagements spirituels. Ils n'ont rien à voir avec les assassins qui ne souhaitent pas simplement assassiner des juifs, des journalistes, des chrétiens, des policiers ou des militaires de confession musulmane par je ne sais quelle conviction mortifère. Ils veulent assassiner notre héritage culturel, l'identité profonde de notre pays et exterminer notre modèle de société et notre mode de vie. Se donner les moyens de réduire à néant le terrorisme islamiste, c'est défendre la liberté du monde et des siècles de culture française, les deux étant intimement liés. La France a été particulièrement touchée, car la France représente sans doute ce qu'il y a de plus insupportable pour les terroristes. L'ouverture aux autres, la fraternité, l'émancipation des femmes, l'amour des Juifs de France, le long manteau d'église et la promotion d'un islam sécularisé. Je veux dire ici, avec la ministre, au nom du gouvernement, à chaque agent public qui combat le terrorisme, que la nation leur est reconnaissante. Je vous remercie. Bon.